Émilie Durkheim, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau roman qui a pour titre Popcorn Mélodie, un livre publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et ce livre nous entraîne aux États-Unis dans un État qu'on connaît peu. On connaît bien New York, on connaît bien Los Angeles ou San Francisco, on en parle souvent, mais le Kansas, pas très souvent. Voilà, je vous amène dans le Kansas, ce qui n'est pas forcément la région la plus hospitalière. Ce sont de grandes plaines herbeuses, assez monotones. Et j'ai planté là le décor de cette histoire, où se trouve donc Shelawick, une petite ville minuscule de 1100 habitants, perdue au milieu d'un désert spectaculaire de pierres noires. Et là, mon héros, qui s'appelle Tom Elliott, a décidé d'ouvrir un petit supermarché. Tout petit. Il vend presque rien. Il vend ce qu'il appelle sa trilogie du bonheur. Ça, c'est pour le bien de ses clients. Il pense que moins il y en a, mieux c'est. Donc, il vend juste de quoi se laver, vaguement de quoi se nourrir et de quoi tuer les mouches qui sont très nombreuses à Shelawick. Et en fait, la vraie raison d'exister de ce petit supermarché, c'est qu'il a installé dans son supermarché le fauteuil de barbier qui appartenait à son père, qui était le barbier de Shelawick, que tout le monde connaissait, à qui tout le monde a tendu sa gorge poilue. Et donc chacun a confiance, s'assied et parle à Tom de sa vie, de son enfance, de ses secrets. Donc plutôt qu'un supermarché, c'est plutôt un espèce de cabinet de psy où tout le monde vient raconter sa vie. Il faut dire aussi que c'est un poète, cet homme. Tom, c'est un poète. Voilà, quand les gens rentrent dans son supermarché, la première chose qu'il fait, c'est qu'il attrape un annuaire téléphonique et il écrit en 3 petites lignes un tout petit poème pour décrire ce client. Donc il a tout le roman de l'histoire de Shelawick, toute la vie de ses habitants dans ses annuaires téléphoniques. Et pour lui, c'était particulièrement important, après les études qu'il a faites, et c'est bien le seul à Shelawick à avoir fait des études, d'ouvrir ce petit supermarché ici. Parce que Tom, il est d'origine amérindienne. Donc pour lui, c'est pas un désert vide, c'est pas un désert à perte de vue, c'est la terre de ses ancêtres. Et au fur et à mesure du roman, ce qu'on apprend, c'est à travers l'histoire de sa famille maternelle, c'est l'histoire terrible des Indiens des plaines. Plus j'en ai écrit, plus j'ai lu sur ce thème, plus j'ai découvert de choses terribles et plus j'ai compris l'histoire très édulcorée qu'on m'avait servie quand j'étais petite, quand j'habitais moi-même aux États-Unis et qu'on nous parlait des Indiens, des colons européens et de comment les choses s'étaient faites sans trop de heurts. Et ben ces choses sans trop de heurts, ça consistait à vraiment déporter, moi j'appelle ça de la déportation, les Indiens dans des réserves, à les priver de leur raison de vivre et de leur mode de subsistance, c'est-à-dire des bisons, puisque toute leur vie s'articulait autour des bisons. Grâce aux bisons, ils pouvaient se nourrir, ils pouvaient se vêtir, ils fabriquaient des médicaments. Et donc le fait que les colons européens aient massacré tous les bisons, ça a absolument saccagé, tué la culture amérindienne. Nous avons tous été touchés par la- l'histoire des Amérindiens, enfin, ce qu'on appelle les Indiens quand on est en Europe. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour votre personnage principal, pour votre héros, il y a une sorte de lien avec la terre de ses ancêtres. Oui, c'est un lien très fort. C'est-à-dire que, en fait, ce lieu qui semble vide et qui a vraiment l'air d'être un lieu de désespérance où personne ne veut vivre, il veut lui rendre ses galons. Il veut expliquer que c'est une terre politique, c'est une terre historique où ses ancêtres ont vécu. Et donc, moi, je le considère comme un résistant, ce garçon. Il va être doublement résistant parce que du jour au lendemain, en face de son petit supermarché où tout le monde venait pour la convivialité du lieu, pousse un hypermarché avec tout ce que peut offrir notre société de consommation, des biens luxueux, en plus beaucoup moins cher que chez lui, et comble de la concurrence déloyale, l'air climatisé, sachant qu'il fait très chaud dans cette région et que lui n'a qu'un pauvre ventilateur qui ne marche pas très bien. Et sa façon de résister, lui, ça va pas être d'essayer de trouver des solutions commerciales pour lutter contre cette espèce de temple de la consommation. Ça va être d'utiliser ces armes qui, pour moi, sont liées à son âme indienne d'observateur. Il contemple le paysage autour. Il sait regarder les visages des gens qu'il a en face de lui. Il sait les écouter. Et miracle parmi les miracles, il arrive avec son écoute très précise à rendre intéressantes leurs confidences, qui ne le sont pas parce que ce sont des vies banales, que tout le monde a le même destin, tout le monde travaille à l'usine de popcorn qui se trouve au nord de la ville à 50 km où tout le monde se tue à la tâche. Mais lui, voilà, il s'est donné un intérêt à ça par son écoute et par ses poésies qui finalement immortalisent toutes ses confidences et tous ses visages. D'où le titre du livre, Popcorn Melody. Alors Popcorn Melody, c'est assez spécial. C'est au tout début du roman, il y a un Amérindien justement qui entre dans son petit supermarché et qui, sous la menace d'un couteau, parce qu'il a appris que c'était un poète, lui réclame des paroles de chansons. Et en fait, quand il sera absolument au fond du trou, voilà, au bord de la faillite à cause de ce concurrent, cet hypermarché, c'est cette chanson, je ne vous dis pas comment, qui va venir le sauver.
Et ce qu'il faut dire, c'est que, ces poèmes, sont un petit peu, ou ces petits textes, ressemblent un petit peu, enfin, son magasin, c'est un petit peu comme celui des libraires aujourd'hui, en France, qui écrivent un très grand nombre de textes autour des livres. Ça, votre roman a quelque chose de touchant, d'émouvant, je trouve. Oui, c'est moi je trouve que c'est une résistance en tout petit. C'est ça qui me plaît. C'est l'idée que, cette littérature à la petite semaine là, qui se fait dans un tout petit lieu oublié et connu de personne, elle a la même importance que n'importe quelle littérature parce qu'elle crée des espaces de liberté et c'est ce qu'il veut faire lui. Ils ont l'air absolument enclavés, perdus au milieu de ce désert, mais toutes ces petites histoires qu'il se raconte et tous ces poèmes qu'il écrit, c'est une façon de retrouver de la liberté et de d'écrire la grande histoire, de l'humanité à l'échelle de cette microscopique ville qui paraît sans intérêt. Au final, un autre regard, sur la vie, hein, Émilie de Durkheim. Ouais, un regard, je trouve, courageux de la part de ce héros qui, se dit qu'il n'a pas les armes pour combattre économiquement, mais qui trouve des armes poétiques, des armes très discrètes, des armes qui me font penser à celles du fameux, Bartleby de Melville qui refuse de faire les ordres pourtant très simples qu'on lui demande, juste en faisant un pas de côté. Il dit: «Je ne préfère pas Bartleby». Moi, mon héros dit: «Je vais écrire un petit poème de 3 lignes». Merci beaucoup, pour ce livre qui, est là, qui est publié pour cette, rentrée littéraire, Émilie, et un livre, qui vous permet, bon, à la suite, de vos précédents, de vous inscrire, aujourd'hui véritablement dans les littératures françaises, puisque vous aviez obtenu, le prix de la vocation, pour votre, 1er livre, et puis le prix Roger Nimier, et puis au fur et à mesure, là, on en est maintenant au 8e roman, et toujours des romans, qui sont, dans lesquels vous mettez de plus en plus votre empreinte, hein, et qui sont des romans, que vous signez avec, toujours beaucoup de gentillesse et en même temps beaucoup d'acuité. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous.